Mes amis, c'est enfin arrivé. La chose que nous attendions depuis plus de 2 ans, la chose que Yevgeny Golman, le blogueur russe qui va bientôt mourir, a répété de nombreuses fois. Les Ukrainiens ont enfin frappé la plus grande, la plus vaste raffinerie de pétrole russe, qui est aussi l'une des plus grandes au monde. La raffinerie de pétrole d'Omsk, avec une capacité de raffinage de 21 millions de tonnes de produits pétroliers par an. Cette raffinerie est absolument gigantesque. C'est un mastodonte parmi les raffineries. Et avant que les Russes n'aient en leur crise du carburant, elle représentait jusqu'à 10% de l'ensemble des capacités de raffinage russes. Eh bien, maintenant que la moitié des raffineries russes ont été mises hors service, à l'arrêt où fonctionnent à moitié de leur capacité, cette raffinerie d'Omsk est responsable de 20%, jusqu'à 20% des produits pétroliers russes utilisés en Russie. Cela signifie qu'1 litre d'essence sur 5 consommé en Russie est produit dans cette raffinerie. C'est un fait incroyable. Profitons de la vidéo. Et vous pouvez aussi voir immédiatement le drone juste ici, volant en forme de S, effectuant des manœuvres d'évitement. Et maintenant, il plonge dans l'unité de craquage. Boum, voici la tour de distillation. La raffinerie est immense, mais les Ukrainiens ont frappé avec une précision chirurgicale. Une autre explosion. Les tours de raffinage et l'unité de craquage après raffinage, car c'est l'une des seules raffineries en Russie à en être équipée. Cela représente moins de 1% de la raffinerie. C'est un objet physique très petit comparé à l'ensemble du site. Mais la raffinerie est hors service. Elle est foutue. Ils ne peuvent pas travailler sans elle. Nous avons une vidéo un peu meilleure du même drone effectuant des manœuvres d'évitement. Il évite quoi au juste? Je n'en ai aucune idée. Des manœuvres d'évitement contre un tir anti-aérien qui n'existe pas. Entends-tu des coups de feu? Non. J'entends juste une petite fille russe poser une question à sa mère. D'accord, je pensais que c'était une petite fille russe, mais la phrase s'est terminée par un natchoui, qui est un mot très vulgaire. Donc je suppose que c'est une babouchka russe, je pense. Et ça. Et ce drone esquive des tirs anti-aériens inexistants dans la plus grande raffinerie russe. Comment est-ce possible qu'on n'ait pas de tirs anti-aériens, de missiles de croisière anti-aériens, de tirs d'armes légères, rien du tout. Ça devrait ressembler à Novorossiyskaya avec des lasers façon Star Wars dans le ciel, mais là il n'y a rien. Vous savez, ça nous en dit long sur la capacité anti-aérienne russe ou sur le fait qu'ils se font des illusions en pensant que 2000 miles, enfin, corrigez-moi, 2500 km, c'est la distance entre cette raffinerie et l'Ukraine. 2500 km sont censés la rendre sûre. C'est leur sécurité et leur profondeur qui les a sauvés d'Hitler. Ça ne les sauvera pas de l'Ukraine. Juste pour être clair, c'est à quelle distance se trouve Omsk. Voici la ville d'Omsk et voici la raffinerie. Si vous regardez mon curseur, je vais dézoomer juste pour vous donner une idée à quel point nous sommes au milieu de nulle part, en Sibérie. 2500 km. Regardez, je suis juste ici, en Estonie, un petit point juste là. Si vous allez directement vers le sud, vous arrivez en Ukraine. Et depuis la frontière de l'Ukraine, c'est 2500 km. Maintenant, je veux zoomer sur Omsk parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Tout d'abord, pour vous donner une idée de l'immensité absolue de cette raffinerie, toute cette zone ici n'est pas un pâté de maison. C'est la raffinerie. Cette raffinerie possède une gare qui est plus grande que n'importe quelle gare dans les États baltes ou en Finlande. Regardez-moi ça. Il y a ici plus de trains remplis de carburant qu'il n'y en a, je pense, dans toute l'Estonie réunie. Qu'est-ce que c'est? 20 voies ferrées côte à côte, remplies de trains-citernes. Ça vous donne une idée de l'ampleur absolument gigantesque de cette opération. Ils ont même leur propre parc solaire. La Russie, il ne manque pas de combustible fossile. Ils ont quand même construit un parc solaire dans cette raffinerie. C'était aussi grand que ça. Mais il y a autre chose que je veux vous montrer dans la ville d'Omsk. Allons dans cette zone. Vous voyez un petit carré qui ne ressemble pas à une zone urbanisée. Un peu de verdure, mais en plein centre-ville. Qu'est-ce que c'est? Approchons-nous et vous voyez des centaines et des centaines de rangées de chars, de BTR, de BMP, de BMD et d'obusiers automoteurs, qui sont ceux-ci juste ici. Vous voyez des munitions empilées les unes à côté des autres.
C'est le site de stockage de blindés à ciel ouvert d'Omsk. Je ne sais pas comment l'appeler en anglais. Les Russes ont garé leurs blindés dehors, en raison de leur nombre avant l'invasion à grande échelle, rendant la construction de hangars impossible. Donc oui, c'est comme ça qu'ils les ont gardés pendant 40 ans, sous le soleil, sous la pluie ensoleilleuse, sous la neige, et les rats ont mangé les fils. Donc c'est ce blindé qu'ils ont envoyé en Ukraine. C'est ce que Poutine avait avant l'invasion à grande échelle, rangée après rangée de ce genre de véhicules, dans des dizaines d'endroits différents à travers la Russie. Avant d'aborder les conséquences de cette frappe, je veux vous montrer à quoi ressemble réellement la ville d'Omsk. Ce sont de vraies photos, pas triées sur le volet. La Russie a un vrai problème d'ordures, je l'ai déjà mentionné. Les entreprises de gestion des déchets prennent vraiment l'argent qui leur est attribué par la ville et elles font le strict minimum. Donc beaucoup de quartiers russes ressemblent à ça. Et les routes, ce n'est pas terrible. C'est la ville d'Omsk, pas la campagne. C'est presque une très grande ville, l'une des plus grandes de Sibérie. Encore une fois, ce n'est pas très beau à voir. Et oui, les routes restent le plus gros problème. Pour vous montrer à quel point cette frappe est importante, voici Yevgueni Goldman, il y a environ 4 ou 5 jours, disant que nous devons protéger la raffinerie d'Omsk. C'est la plus importante et la plus grande de Russie. Avec la crise du carburant, nous devons la protéger. Il a même expliqué ce que nous devrions faire. Nous devrions avoir un cercle de protection à 4 niveaux autour de cette raffinerie avec des équipes et tout le reste. Regardons la vidéo. Le but des Ukrainiens est de détruire l'usine d'Omsk. Mais bon sang, nous devons empêcher ça. Nous devons verrouiller Omsk, bon sang, avec 4 périmètres, bon sang. J'adore comment les mots les plus grossiers sont traduits par bon sang. C'est bien. Je peux le lire. S'ils nous frappent, on est foutu là-bas. Il faut virer la moitié du gouvernement, putain. Fainéant de merde, putain. Alors, Yevgeny a dit ça. Il a tendance à dire la vérité. Je ne sais pas. Peut-être que sa vie ne lui tient pas à cœur. Dire la vérité en Russie peut te faire éliminer. Tu vas finir par passer par la fenêtre ou boire du thé empoisonné. Il dit la vérité, même si c'est décousu. Et cette raffinerie a été attaquée. Et comme il l'a dit lui-même il y a 5 jours, ils sont foutus là-bas. Pourquoi sont-ils foutus ? Eh bien, prenons un exemple de ce problème. Voici l'une des stations-service d'Omsk et ce gars qui attend dans la file. Une situation dans une station-service, les gars, à Omsk, juste après la frappe d'ailleurs. Une file d'attente énorme s'est déjà formée. Les gens paniquent, conscients que la Russie manque de produits pétroliers. Ils voient soit la plus grande raffinerie de pétrole de leur ville, la plus grande de Russie, brûlée. Évidemment, ils vont se précipiter aux stations-service. Je suis vraiment déconcerté par ce qui se passe, les gars. Et les prix sont absolument fous pour la Russie. Mes jerrycans d'essence sont là, juste au cas où. Et ça, c'est 20 litres. Vous voyez, en Russie, dans la plupart des stations-service, 20 litres par personne, c'est la limite. Alors, ce type apporte un jerrycan de 20 litres qui ressemble, honnêtement, à un jerrycan de 200 litres. Mais il y a écrit 20 dessus. Donc, je suppose que c'est 20. S'il va remplir ça, il va pouvoir rouler longtemps avec cette voiture. Parfois, les Russes ils sont créatifs. Mais regardez ça. Topline. C'est l'une des plus grandes chaînes de stations-service de la ville d'Omsk. Topline, la plus grande chaîne de stations-service, a en fait complètement arrêté de vendre de l'essence aux particuliers. Des voitures arrivent en tolite toutes les minutes, mais elles ne peuvent pas faire le plein. La raffinerie a aussi cessé de distribuer du carburant aujourd'hui, d'après le journaliste. La raffinerie d'Omsk, la plus grande de Russie, traite 21 millions de tonnes de pétrole par an. J'ai mentionné par erreur 21 millions de tonnes de produits pétroliers sortant de cette raffinerie. C'est 20,1 millions de tonnes de pétrole par an qui sont transformés en produits pétroliers. Juste pour être clair ici. Quels drones ont été utilisés ? Eh bien, de bons vieux drones FPV avec des ailes modifiées pour parcourir 2500 km. C'est extrêmement douloureux pour les Russes. Vous savez pourquoi ? Laissez-moi vous montrer. Écoutez. Regardez, quelqu'un filme le drone. Je dirais que pour un drone, c'est une voiture Lada. Il est lent, il est bruyant, il est assez facile à repérer. Regardez-le. Il n'y a rien d'ingénieux dans ce drone. Les Russes pensent qu'ils pourraient défabriquer exactement le même drone. Tout pays, comme l'Estonie, pourrait fabriquer ce drone. Il n'y a aucun secret. C'est un drone à moteur à combustion interne qui vole bas, extrêmement lent et bruyant. Il n'y a rien de secret là-dedans.
Le fait que les Ukrainiens soient incapables de le produire en masse dans une zone de guerre, dans l'industrie souterraine ou dispersée, que les Russes ne puissent pas bombarder ces usines et que les Ukrainiens puissent en fabriquer des centaines par semaine. C'est ça, la magie ici. Ce drone lui-même, il est simple. Comme le drone Shahed, il est extrêmement simple. Et c'est ce drone qui a parcouru 2500 km très bruyamment, très lentement au-dessus du territoire ennemi sans être détecté ni détruit. Et en plein milieu de la plus grande raffinerie de pétrole russe. C'est fou. Regardons la portée. Voici l'Ukraine, juste ici. Vous pouvez voir, 2500 km. À peu près 2000 miles, quelque chose comme ça, vous voyez, c'est au milieu de la Sibérie. Ça atteint le Kazakhstan. Omsk Transmash, qui remet à neuf les T-72 et T-80 russes en Ukraine. La majorité d'entre eux sont détruits. La Russie n'en a vraiment plus beaucoup en stock maintenant. Eh bien, c'est l'une des plus grandes usines de remise à neuf de chars en Russie. Elle se trouve juste ici, à portée. Auralvanoe Vagonzavod. C'est la plus grande usine de chars russes à portée. À la Buga à portée. Toutes ces usines gigantesques à portée, y compris la péninsule de Mourmansk, et la base où sont stationnés les sous-marins nucléaires. Pourquoi cette frappe était-elle si importante ? J'ai déjà cité de nombreuses raisons. Mais la plus grande raffinerie de pétrole de Russie, la raffinerie de pétrole d'Omsk, a suspendu ses opérations après une attaque de drones ukrainiens. Reuters l'a rapporté. Des sources ont indiqué que l'unité de distillation de brut CDU-10 a été endommagée, tandis que la CDU-11 a été arrêtée après que les infrastructures de soutien ont été touchées, perturbant environ 75% de la capacité. Donc vous attaquez deux unités de distillation, ce qui élimine 75% de la capacité de cette raffinerie, qui à elle seule représente environ 20% de la capacité totale de raffinage russe en ce moment, alors qu'il y a une pénurie de carburant. Donc 75% de ces 20%, ça fait combien ? Corrigez-moi si je me trompe, mais 15% de la capacité totale de raffinage russe a été éliminée en attaquant deux unités de distillation. C'est fou. Et qu'en est-il des réactions des autorités russes, du Kremlin ou de Poutine ? Eh bien, ils ne réagissent point pas vraiment à ce genre d'attaque parce qu'ils ne le peuvent pas. C'est tellement embarrassant. Il n'y a aucun moyen de réagir à cela sans perdre. Garder le silence est la seule chose qu'ils peuvent faire, parce que réagir d'une quelconque manière serait déjà assez mauvais. Tout ce que nous avons eu, c'est le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a dit des choses que les responsables n'ont jamais pu dire en Russie. Et c'est énorme d'ailleurs. Regardez ça. Il y a une guerre en cours. C'est une vraie guerre. Pourquoi c'est une guerre ? Tout a commencé comme une opération militaire spéciale. Mais cela continue comme une guerre parce que Kiev est soutenu par Berlin, Paris, La Haye et malheureusement Washington. Malheureusement, à Washington, nous nous battons contre l'Amérique. Vous, non. Si vous vous battez contre l'Amérique, vous êtes fichus. Le fait est que ce n'est pas rien qu'un porte-parole russe, un porte-parole du Kremlin, appelle cela une guerre au lieu d'une opération militaire spéciale. Il y a une énorme différence juridique à ce niveau-là. Regardez ça, cette déclaration d'un responsable est une nouvelle étape vers une future mobilisation en Russie. Que pourrait-il se passer si une guerre est officiellement déclarée au lieu d'une opération militaire spéciale ? Il y a une énorme différence au niveau des lois et dans le fait que les hommes ne pourraient jamais quitter le pays. Poutine devrait émettre un décret instaurant la loi martiale et soumettre un projet de loi au Conseil de la Fédération, comme ils le disent à la Douma, déclarant l'état de guerre. Les frontières du pays seraient automatiquement et complètement fermées à tous les citoyens soumis au service militaire, les empêchant de quitter le pays. Contrairement à l'opération militaire spéciale, où l'accent est mis sur les personnes ayant une expérience du combat et des spécialités militaires recherchées, une mobilisation générale concernerait toutes les catégories de citoyens de la réserve, appelés tour à tour. Cela ouvrirait donc la voie à une mobilisation générale et à un afflux massif et insensé des millions d'hommes dans l'armée russe. Cela ouvrirait également la voie au retrait de millions d'hommes de la main-d'œuvre russe. La Russie ne se porte pas très bien économiquement en ce moment. Il y a donc d'énormes inconvénients à cette mobilisation, mais aussi d'énormes avantages pour l'armée russe. Mais ce n'est pas rien qu'un représentant du Kremlin appelle cela maintenant une guerre. C'est quelque chose que nous faisons depuis 2014. Mais qu'en est-il de l'Ukraine ? Comment les Ukrainiens ont-ils réagi à cela ? Eh bien, je vous présente Boudanov, le gars qui, selon moi, sait mieux que quiconque ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, car il a des sources que même Poutine n'a pas en Russie. Kirilo Boudanov dit ceci. Tout le monde comprend qu'il s'agit d'un effondrement. Poutine est arrivé dans une impasse.
Il ne peut ni mettre fin à la guerre, ni la gagner. La victoire n'est plus possible pour des raisons objectives, mais arrêter la guerre signifierait admettre que la Russie n'est pas aussi forte ou aussi grande qu'il le voulait. Selon Boudanov, Poutine est piégé par la guerre qu'il a créée. Il ne peut tenir sa promesse de victoire, et mettre fin à la guerre dévoilerait l'échec du mythe impérial russe. Je suis tout à fait d'accord. La Russie et Poutine sont piégés par ce conflit, ils ne peuvent s'en sortir. Ils ne peuvent pas y mettre fin et ils ne peuvent pas la gagner. Avant de passer à une nouvelle complètement folle, je ne plaisante pas, nous avons des vidéos montrant des Ukrainiens frappant 10 navires russes en même temps hier. Avant qu'on en arrive à cette séquence incroyable, je dois mentionner quelques personnes formidables qui ont soutenu la chaîne. Ils sont devenus membres mensuels et m'ont offert un café. Merci beaucoup. Je vais maintenant écorcher leur nom, comme tout Estonien le ferait. Général Goskaos, en fait écrit exactement comme ça, signifie chaos en estonien. Donc, Général Chaos. Merci. Tommi Pakiniemi. Tommi Pakiniemi. Entièrement terminé. On ne peut pas être plus terminé que ça. Kidos. Kitos super esvent. Vent en estonien signifie frère. Super, c'est super. Donc c'est super frère. Merci pour votre fraternité. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous et offrez-moi un café. Vous pensiez peut-être que je plaisantais ou que c'était du putaclic ? Non. Regardons cette vidéo, elle est longue. Je ne vais pas tout visionner. Mais hier, des drones de la 414e brigade des Magyars et d'une autre unité ont frappé un groupe de 10 navires russes. Je parle des pétroliers de la flotte fantôme dans la mer d'Azov qui approvisionnaient la Crimée en essence et en gazole. 10 d'entre eux allant ensemble. La Russie ne peut pas escorter ses navires avec ses navires de guerre car ils seraient écoulés. Elle doit donc livrer du carburant en Crimée, sinon la Crimée est perdue. C'est une tentative désespérée que vous voyez à l'écran. Tentative désespérée de rassembler tous ces pétroliers et d'y aller d'un coup en espérant passer inaperçu. Ainsi, la Crimée aurait 1 mois de ravitaillement supplémentaire. Mais ils ont bien remarqué ces navires, les oiseaux de Majara. Ils sont tous regroupés, espérant que cela les sauverait. Tactique de convoi américaine pendant la Seconde Guerre mondiale pour le transport anglais, avant l'escorte des navires de guerre. Sauf qu'au lieu des meutes de loups allemandes, ce sont des drones ukrainiens. Et ils ne peuvent pas être détruits comme ça. Il y en aura de plus en plus, des centaines et des milliers de plus. Ces drones sont produits en masse. Et un par un, ils percutent ces pétroliers. Le drone suivant voit toujours les drones précédents frapper, survole la zone, confirme les dégâts, puis se dirige vers un autre pétrolier. Il est vraiment difficile de surestimer l'ampleur de ce coup porté à la Crimée, qui est déjà en énorme déficit de produits pétroliers. Et maintenant, ces pétroliers sont détruits, chacun transportant des quantités folles de diesel et d'essence qui pourraient littéralement sauver la Crimée. Et maintenant, ils ont disparu. Ils sont neutralisés tout d'abord avec ces frappes. Et 8 d'entre eux ont été touchés en quelques heures. Et puis, un ferry a également été touché, qui assurait la liaison entre le détroit de Kertch et la Russie continentale. Je ne peux pas regarder toute la vidéo car elle est répétitive, et je ne veux pas vous faire perdre votre temps, mais je vais la faire défiler pour vous montrer que je n'invente rien. Je veux dire, ça ressemble à un titre putaclic si je mets ça. 10 navires attaquent en une nuit, mais regardez ça. Chacun de ces pétroliers est rempli à ras-bord de diesel et d'essence. Regardez-moi ça. Je pensais qu'au cours de la première année de la guerre, je verrais ça dans mes rêves. Ce serait un beau rêve. Mais c'est la réalité en 2026. C'est fou. D'ailleurs, oui, on a un autre angle, même s'ils sont en mer, donc c'est difficile. Mais quelqu'un l'a filmé depuis la côte. Ça, c'est l'un des pétroliers en feu. On dirait pas que c'est loin, tu sais, vraiment très loin. Mais quand même, c'est juste pour te donner un autre aspect, un autre angle de tout ça. Donc tu vois, il n'y a pas que les images des drones Majar. Un autre pétrolier en feu filmé depuis la côte. Ils n'étaient peut-être pas si loin d'ailleurs. La mer d'Azov n'est pas si grande. Donc ils étaient assez proches du rivage pour qu'on puisse les filmer comme ça. Au fait, la Russie a une marine en mer Noire, la flotte de la mer Noire. C'est l'une de leurs 3 grandes flottes qu'ils possèdent, la flotte du Pacifique, la flotte de la Baltique et la flotte de la mer Noire. L'une de leurs grandes flottes qu'ils avaient avant la guerre. Et maintenant, elle est complètement inutilisable parce que dès qu'ils sortent un navire des docks, il sera détruit. Simplement détruit.
Alors, ce qu'ils ont fait à la place avec ces navires, c'est qu'ils ne pouvaient pas les escorter avec d'autres navires. Ils ne veulent pas perdre leur flotte face à l'Ukraine. Alors, ils ont installé des systèmes de défense anti-aérienne sur ces pétroliers. Et pas seulement quelques-uns, beaucoup. Regardez, comptons-les. Maintenant, comptez les hommes que vous voyez ici. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai compté 5, peut-être un peu plus. 5, et on en voit 1, 2, 3 ici. Peut-être que j'en ai compté un peu plus. Au moins 3 hommes sur un pétrolier sont armés et ils sont là uniquement pour abattre des drones. Et ils viennent d'être éliminés. Éliminés simplement. Journée et nuit exceptionnelles pour l'Ukraine. La plus grande raffinerie de pétrole est 10 navires. Je ne dis pas qu'ils ont coulé les navires, ce n'est pas le cas. Certains navires n'ont même pas été immobilisés. Mais tous les navires ont été gravement endommagés. 10 navires endommagés. La Crimée est en blocus. Blocus ukrainien par drone. Ils ne contrôlent pas le détroit de Kerch, mais ils n'en ont pas besoin. Les drones contrôlent les mers autour, la mer Noire et la mer d'Azov. C'est magnifique à dire. J'adore ça. Je reviendrai chaque lundi, mercredi et vendredi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo, revenez. Au revoir.